maison pour Luc, le cinéaste. Alors, les premières choses qui me viennent, c'est une maison, c'est l'extérieur, c'est la vue. Quelque chose de dégagé, quelque chose qui pourrait être au sommet d'une colline, mais il faudrait en même temps que ça soit très près du bord. Et puis, Du bord de l'eau. oui, du bord de l'eau. Ouais. Donc c'est... Mais quand on est au bord de l'eau, on n'est pas en haut. Et puis une maison très ouverte, en même temps assez intime, mais très ouverte, où on ait des grands espaces, où on puisse vraiment cloisonner, fermer ou ouvrir, faire un seul espace ou plusieurs espaces. Et qui soit bien protégé, isolé, et en même temps, comme s'il y avait un petit chemin qui traversait une grande forêt très dense, et que derrière il y a une ville. On puisse se retrouver très seul et se plonger dans la ville. Bon, c'est beaucoup de paradoxes. Alors, ouais. Avec une chambre secrète pour... Non, j'ai mal fait ça. J'ai mal fait ça. J'ai mal posé. La question de ces dessins, c'est que on ne peut jamais revenir dessus. Donc il faut utiliser les erreurs pour les... comme quelque chose de productif. Donc ça se construit au fur et à mesure. Et si on part dans une mauvaise direction, il faut trouver comment transformer la mauvaise direction en bonne direction. Voilà, alors... Ça fait vraiment rêver. Presque que tu sais, ça y est, tu y habites. Je vois très bien. Petite échelle de bateau pour descendre. Évidemment, là, on est un peu dans des clichés, au sens que, tel que tu en parlais, c'est que la ville est quelque chose d'un peu qu'on aime, mais un peu gris, donc on s'en éloigne. Ce qui n'est pas vrai, parce que la ville, c'est bien, mais voilà, et puis c'est quelque chose d'accessible, et puis on s'en coupe, on se coupe de cela. Voilà. Enfin, comment dire. Bon, le dessin n'est pas très réussi, mais il faudrait le retravailler. Mais je crois que le but de l'exercice, voilà. C'est un grand bonheur. Voilà. Pour moi. Oui. Je te remercie. Ça me fait vraiment très plaisir. On attend de l'architecte qu'il donne une solution à tout et qu'il réussisse finalement à traduire sous forme d'espace, ce qui est souvent exprimé parfois de manière très précise, parfois de manière très floue, ce qui est exprimé par des mots, parfois pas des mots mais des manières d'être, et qui nécessite effectivement peut-être de l'architecte à la fois une écoute précise et un regard perçant, c'est-à-dire de voir parfois ce qu'il y a derrière l'autre avec qui on va travailler, et qui est mis en demeure finalement de toujours trouver une solution. Un peu l'architecte comme le solutionneur de tous les problèmes. Du plus profond de soi, c'est-à-dire de l'intérieur de soi, du corps, jusque peut-être à la Lune ou ailleurs, disons en tout cas jusqu'au-delà de la planète Terre, hein, effectivement. C'est-à-dire que ça part de dedans le corps.
hein, jusqu'effectivement un système global. Donc son territoire, c'est celui d'être concerné partout. La tête de l'architecte, je ne sais pas comment on pourrait dessiner ça, mais un architecte qu'on représente souvent avec son nœud papillon, une image un peu vieillie. Dans sa tête, il y a le monde. Et engagement perpétuel, je crois qui me paraît extrêmement important. Et c'est vrai qu'on a peut-être souvent tendance à regarder l'architecture comme un pur fait esthétique, et puis que ça n'en est qu'une petite partie, le monde des architectes. Ça doit être horrible, un monde peuplé d'architectes. Ils se cognent la tête entre eux. Parce que quand l'architecte penche la tête, ça fait du bruit. Ça fait dong, la boule, elle bouge au milieu du cube, là. Et ça sonne creux, peut-être. Donc on est un peu dans ce jeu de trouver le juste équilibre entre la gravité du monde et puis l'optimisme auquel, malgré tout, je dirais, on est peut-être heureusement condamné, puisque je crois que évidemment, l'architecte se doit d'une certaine manière à travailler avec un certain optimisme. Il est complètement ancré dans le réel. Parce qu'effectivement, la destination, l'objectif, c'est de construire. Et c'est vrai que on est confronté à des choses très pragmatiques qui sont un lieu construit, quelque chose qui existe, comme dans la maison tout à l'heure. Il y a de l'eau, il y a une ville, il y a des éléments paysagers. Puis il y a des personnes, et puis ces personnes, ils ont un mode de vie, quel que soit le programme, hein, c'est-à-dire, ça peut être du logement, mais ça peut être une école, ça peut être un musée, autre, c'est-à-dire c'est qu'il y a un usage. Et puis il y a, derrière ces gens, il y a de l'argent qui est pas illimité en général, donc des contraintes économiques. Et puis, il y a des contraintes techniques, c'est-à-dire c'est que même si on rêve tous d'une architecture qui vole, eh bien malgré tout, pour l'instant, on ne sait pas trop comment la faire. Ouais, on ne sait pas trop comment la faire. Et puis, il y a le fait que quand l'architecte dessine quelque chose, quelle que soit la chose qu'il dessine, bien ça prend tout à coup une présence effectivement dans un lieu. Donc ça devient quelque chose de significatif. Parce qu'effectivement, il est représentatif d'une position, d'une idéologie, donc ça représente tout le pouvoir, ou la force, ou la disparition, toute une série de choses, etc. Et que rien n'est, dans ce qu'il fait, rien n'est, comment dire, innocent ou anonyme. Même si c'est ce qu'on appelle l'architecture banale, parfaitement anonyme, c'est-à-dire cette addition de petites maisons répétitive qui dévaste peu à peu tout le territoire. Même si c'est ça, justement parce que c'est répétitif et autres, etc., c'est aussi représentatif d'une forme de pensée. Et donc, l'architecte, il est confronté à ça, c'est-à-dire c'est vrai qu'il
qu'il a envie de transformer, d'inventer et autres, mais il se trouve confronté, il est malgré toute son envie, peut-être d'aller au-delà de certaines possibilités, il est confronté dans ce réel, et il doit réagir face à ce réel. Et en fait, sa grande force, c'est justement d'être confronté à ce réel. Les limites de l'architecte sont peut-être son sens de la responsabilité. Ce qui se fait à un endroit alimente ce qui se fait ailleurs. Donc l'écriture ou le projet théorique de Luca Merlini qui dessine des choses étranges, des architectures qu'on pourrait effectivement dire irréelles ou de papier simplement et autres, eh bien elles servent d'anticipation, de préfiguration et de critique à des projets qui se réalisent, les projets des gares et autres. Et la forme, c'est une question qui nous renvoie peut-être à quelque chose sur lequel l'architecte a malgré tout forcément une position un peu ambiguë. C'est que tout finit par une forme, et c'est souvent d'ailleurs la forme qui est discutée, qui est vue, qui est critiquée. Et même si, en tout cas, des architectes comme moi qui disent que la forme est le résultat d'un processus et qu'elle n'est pas importante en soi, eh bien, malgré tout, il y a un moment donné où il y a des formes plus belles que d'autres. Et que on a beau nier, ça je crois que tous les architectes qui disent la forme n'a aucune importance, ils le disent parce qu'ils savent bien penser les formes. Voilà, donc ça c'est clair. On a envie de s'amuser, de se divertir, et puis pour ça on construit des règles. Donc le jeu n'est jamais une chose tout à fait gratuite et finalement légère. Le jeu est assez sérieux. En revanche, il crée un cadre dans lequel après on peut être léger. C'est vrai que l'architecture est quelque chose, disons, la pensée de l'espace est quelque chose qui renvoie effectivement systématiquement à des règles, ce qui n'empêche pas que l'architecture peut et même, je dirais, doit avoir un aspect dérangeant. Je pense que la bonne architecture, elle est dérangeante. Elle doit questionner, elle doit effectivement peut-être former une critique de certains états actuels. Et en ce sens-là, effectivement, je pense qu'elle n'est pas loin du jeu, mais ça se fait selon des règles très précises qu'on peut toujours détourner, autres comme on peut le faire en architecture et autres. Et donc le jeu, c'est souvent la construction d'un processus. Bon, j'ai toujours un carnet sur moi, donc je dessine à chaque occasion, et notamment les voyages que je fais, ou seul, ou en famille, effectivement, sont toujours l'occasion de rapporter, on pourrait dire, de la matière. Alors, ce qui apparaît dans ce qui sont des carnets de voyage, qui sont par exemple ces quelques-uns qu'on voit, c'est que d'une part, il mélange un peu systématiquement ce que je vois sur place avec des projets ou des idées de projets qui sont en cours. Par exemple, ici, effectivement, ce petit carnet qui retrace, disons, presque des balades plutôt dans la région parisienne, on voit tout à coup qu'il y a une esquisse qui se réfère à un projet de la gare de Lausanne qui était en développement à ce moment-là. Ou, si je prends ce carnet-ci, ce plus grand carnet qui est le carnet de voyage, un voyage qu'on a fait aux îles éoliennes, on voit qu'il y a à la fois des dessins comme ici, M'emmèneras-tu aux îles Lipari, mais en même temps des thèmes de projet qui m'intéressaient à ce moment-là. Je travaillais à ce moment-là sur un projet pour le musée d'ethnographie de Genève qui s'appelle L'envers de la baleine, avec un personnage qui entrait chez les gens comme un ethnologue,
Et donc tout à coup il y a une espèce de mélange de ces deux moments, en fait, le moment du projet puis le moment du voyage. Là on est plus dans cette page, on est plus véritablement dans le voyage lui-même aux îles Lipari. C'était certains paysages. Alors c'est vrai que pour moi le carnet de voyage, je ne fais pas le carnet de voyage, je ne fais pas le dessin du voyage, on pourrait dire d'après nature. C'est assez rare que je m'arrête à un endroit et puis je dessine ce que je vois. C'est plutôt j'enregistre dans ma mémoire des lieux, des situations, des objets, et c'est après coup, dans la chambre d'hôtel, au café, autre, que je redessine. Et donc forcément, je réinterprète des choses que j'ai vues, j'y rajoute des fragments d'architecture ou des éléments de projet. Il y a différents types de dessins, même s'ils sont tous, pour la plupart, effectivement à la main, en tout cas dans ceux qui sont dans ces carnets. Mais c'est vrai qu'il y a des dessins qui représentent, je dirais, un dessin occupe une page. On pourrait dire que c'est des dessins presque qui sont déjà presque finalisés. Ce sont presque des dessins de présentation d'une idée ou autre. Et puis il y a des dessins ou des ensembles de dessins un peu plus représentés, par exemple, dans cette double page, qui sont des dessins qui ne finissent jamais, au sens que il y a. Je prends par exemple l'exemple de cela, peut-être la page, elle a peut-être commencé avec ça, c'est-à-dire c'est un projet à ce moment-là sur l'aménagement d'une place et une station de tram à Strasbourg, une première hypothèse. Et puis le fait de le dessiner, le dessin lui-même est générateur de ses propres hypothèses, de ses propres situations, qui fait qu'il recrée d'autres situations. Parfois j'utilise l'expression de penser avec la main. La main elle-même, elle fait avancer le projet. Je dis, tiens, quand j'ai vu ça, il faut en dessiner immédiatement la suite. Et je ne le fais pas sur la page suivante, je le fais ici. C'est-à-dire que ça, c'est le deuxième élément du dessin. Et puis après, ça pousse à faire une troisième partie. Et puis en même temps que je fais ça, qui est un plan, je veux le voir ou je veux l'imaginer en façade. Donc je le dessine immédiatement. Puis il y a une variation. Et on voit qu'en fait, il y a 1, 2, 3, 4, 5... 6, 7, 8, finalement 8 dessins ou morceaux de dessins qui se complètent sur une page, qui finissent par former, je dirais, un ensemble, peut-être illisible pour un œil extérieur, mais qui pour moi indique un processus. Et donc, à la fois, il y a sa qualité d'ensemble et sa qualité, on pourrait dire, de processus, de palimpseste permanent, de dessins superposés les uns sur les autres. Et par exemple, une page comme celle-ci, alors elle est encore plus complexe. On voit d'ailleurs revenir à certains thèmes. Visiblement, cette page, elle précède l'autre, mais on voit revenir un certain nombre de choses, des tentatives, des suppositions autres. On pourrait dire un principe du calque sur lequel on dessine, on recommence, on change, etc. Mais c'est un calque latéral ou autre qui met en présence effectivement toutes les hypothèses en même temps, qui se dessinent par-dessus. Parce que quand je dis que ceci peut-être est un dessin, mais lui-même est peut-être déjà la somme de 1 ou 2 ou 3, plusieurs dessins, parce que j'y reviens dessus, sans savoir finalement à quel moment ou s'il existe encore un véritable original à cette hypothèse. Donc il y a Les Habitants de la Lune, qui est un livre sur des villes que je connais ou que j'ai connues, New York, Paris, Zurich, Lausanne, et l'entre-ville, puisque je me déplace beaucoup et que je passe beaucoup de temps entre les villes, et donc qui devient en elle-même un territoire finalement à habiter. Et chacune des villes, en fait, naît sous l'image d'une maquette, c'est-à-dire c'est un peu l'idée de dire si on devait réduire l'image d'une ville ou l'essence d'une ville à une maquette, quelle serait-elle? Et si quelqu'un trouvait cette maquette, vers quoi la renvoie cette maquette-là? Et donc chacune de ces maquettes, d'une certaine manière, est le début d'une histoire ou d'une invention sur la ville ou d'une description sur la ville. Donc c'est pour ça que ce livre a pris le sous-titre de roman d'urbanisme. Roman parce qu'il est fait d'invention, de narration, et d'urbanisme parce qu'effectivement, donc, il pose pour moi des questions sur la question de la lecture de la ville. Séjour dans la ville qui est rétrécie ou le projet en retard fait partie de ces séries
de projets en retard, c'est-à-dire ces projets qui sont lancés par un concours qu'on a envie de faire et qu'après on n'a pas le temps de faire et qu'on regrette de ne pas avoir fait, donc après on se donne parfois le plaisir ou le luxe malgré tout d'essayer de les terminer, avec beaucoup plus de liberté finalement que dans le contexte dans lequel ils ont été posés. Et là, en fait, le projet en retard est devenu un petit texte, c'est-à-dire d'imaginer une ville qui perd ses habitants, donc dont les immeubles se vident. RHB, ça veut dire Revisiting Hieronymus Bosch, revisiter Jérôme Bosch, mais RHB, ça veut aussi dire rassemblement d'habitants banals. Puis quand on regarde l'œuvre de Bosch, on constate que chacun des personnages, tous les personnages sont toujours finalement marqués par quelque chose. Ils ont chacun une caractéristique très forte, comme peut-être chacun d'entre nous. C'est un peu ce qui m'intéressait dans ce travail dans RHB, c'était de prendre le cas d'une figure, d'une ville théorique qui, on pourrait dire, est entre New York et Los Angeles. Ils sont un peu peut-être deux exemples de villes à la fois théoriques au départ et qui condensent, je dirais, deux particularités très fortes. Une, peut-être New York, elle est réputée ou connue ou instinctivement, je dirais, par sa question de sa grille, de la trame, de la répétition. Et puis Los Angeles, peut-être par cette ville qui se construit finalement énormément à travers la maison individuelle, la répétition de la maison individuelle. Et à partir de cette hypothèse, qui est purement une hypothèse de travail pour pouvoir faire avancer le travail, donc de disposer d'un instrument pour faire avancer la recherche, le principe était de prendre, à titre d'exemple, 12 personnages qui sont un peu représentés ici. Il y a le pêcheur, il y a l'inconnu, il y a l'homme grenouille, il y a la lectrice, le sniper, et de voir donc chacun marqué effectivement par une caractéristique, comme le sont dans effectivement les personnages dans le tableau de Bosch, et de voir comment ils construiraient chacun une maison et comment cette maison finalement se répercuterait sur la maison suivante. Alors, après, il y a des dessins un peu de cet ordre-là qui montrent un certain nombre on pourrait dire, d'opérations qui sont presque des opérations d'architecte, c'est-à-dire c'est que tel personnage a tendance, du fait de sa caractéristique, à s'enterrer, un autre, du fait de sa caractéristique, amène plutôt le projet à encercler l'espace. La pianiste, par exemple, c'est plutôt la caractéristique d'ajouter. Donc pour chacune de ces maisons, finalement, donc ces 12 maisons ici, sont marquées par une opération de projet différente, compléter, soulever, supprimer, ajouter, encercler. Quelques-uns de ces personnages, ici c'est Morphine Woman, c'est-à-dire une femme qui est tout le temps en déplacement et qui, par ce déplacement permanent, d'une certaine manière, déforme l'espace. Donc toute sa maison est construite sur l'idée d'une forme de dynamique et de déformation de l'espace. Ça, c'est l'homme à tout faire, on pourrait dire le gardien, le concierge de l'ensemble dispositif. Donc évidemment, le personnage, il utilise les parties des autres aussi pour vivre, c'est-à-dire qu'il utilise la voiture des autres, les lits des autres, les chaises des autres. Il n'a pas une existence propre. Troisième personnage, par exemple, pourrait être l'homme grenouille, dont effectivement toute la vie consiste à essayer à partir de sa maison d'aller explorer les territoires lointains qui communiquent avec l'eau et qui est finalement, donc peut-être la destination, c'est de pouvoir se retrouver dans un océan magnifique, mais qui, dans un premier temps, n'a que la possibilité d'aller observer ses voisins, ou dans ce cas précis, sa voisine, qui est la lectrice, le sniper, qui doit trouver le point de mire, mais évidemment le point de mire lui-même est toujours aussi dans une ligne de tir de quelqu'un d'autre. Donc un peu c'est que le sniper est viseur et visé en même temps. Une autre image du sniper. Et un autre personnage de la mobilité ou du mouvement.
dont finalement la vie consiste la maison consiste en une espèce de circuit quotidien pour aller d'un objet à l'autre. Et la pianiste est tellement investie dans son art qu'elle finit par se créer son propre monde où il n'y a plus de géométrie, il n'y a plus de lignes de terre, il y a peut-être juste de la musique. C'est vrai que comme RHB, pour moi, est un travail de recherche de nature théorique. Il se présente, il est pensé pour être un livre. Donc ici, on voit, effectivement, il démarre, puisque c'est référence à Jérôme Bosch, il démarre sur le Jardin des délices de Jérôme Bosch, et après, il présente de manière successive, en fait, à la fois chacune des 12 maisons, les maisons et autres, et le développement, on pourrait dire, de l'ensemble. À Genève, un lieu de stockage où viennent s'alimenter des camions tout à fait de cet ordre-là, tout à fait classique, avec remorque. Et ils se déplacent, ils prennent quelques pièces et autres, et ils vont vers les lieux. Et quand ils arrivent sur les lieux, par exemple ici un paysage, c'est le passage du col du Saint-Gothard, en pleine Alme, le camion s'arrête, il s'ouvre, sa boîte en container s'ouvre, il libère une forme gonflable qui ressemble un peu à une baleine, vient et fait office de couverture et en fait permet d'avoir toute la zone d'exposition sur le pont, sur le deck du camion. Ici, ce dessin représente en fait la partie qui est à Genève, le stockage, on pourrait dire, de toute la matière qui servira aux expositions. Alors le bras articulé, donc qui tourne autour, vient chercher ici sur la plateforme le matériel exposé, le retourne, le remonte, le retourne et descend ici avec sa main articulée et vient le poser sur le pont du camion qu'on voit ici. Alors voilà quelques images du voyage possible de cette baleine. Ici à Sils Maria, dans les Grisons, Sils Maria, où a vécu Nietzsche. La Chaux-de-Fonds, dans sa trame très régulière, la ville d'origine de Le Corbusier. D'autres villes, ici devant la gare de Saint-Gall. Saint-Gall, qui est cette ville qui a cette bibliothèque extraordinaire. À Lucerne, en sortant là aussi de la gare, placé sur la place de la gare, avec cette transformation de la gare par Santiago Calatrava. Et puis, image finale, finalement, la baleine ici, qu'on voit grimpant la spirale de la tour de Babel. L'objet c'était un concours, c'était de proposer un éclairage de fête pour la ville d'Yverdon, une petite ville à une trentaine de kilomètres de Lausanne, sachant qu'effectivement lors de manifestations spéciales, je dirais à la période de Noël ou le carnaval, les villes s'illuminent de lumières spéciales et le travail d'installer ces lumières est toujours un travail assez lourd pour les services techniques des villes. Et là, ce que la commune souhaitait, c'était de mettre en place un système qui profitait de l'éclairage existant et qui pouvait être, on pourrait dire, mis en service lors effectivement de ces manifestations. Alors, ce qu'on avait proposé, c'était essentiellement 3 types d'éclairage. Un premier qui venait s'accrocher, on peut le voir ici, ça, sur les réverbères existants, là en position fermée. C'est simplement un tube accroché au mât. Et puis, comme un parapluie qui s'ouvre, quand on ouvre, il se déploie et devient effectivement nuage coloré au-dessus des gens. Ici, c'est le principe de ces bornes illuminées qui viennent s'accrocher dans la rue, donc des formes en matière translucide qu'on vient accrocher sur des fosses à projecteurs pendant la période de fête et qui s'illuminent et qui font comme des personnages à l'échelle humaine qui remplissent les rues. L'idée d'être accompagné dans sa promenade un peu par ces personnages extraterrestres et puis ce ciel qu'on crée, coloré, un peu magique et puis qui apparaissait, disparaissait par finalement des principes très connus de rangement.
V05, c'est un projet à l'échelle suisse qui consistait, enfin les chemins de fer suisses avaient l'ambition de transformer toutes les petites gares de Suisse selon un modèle, on pourrait dire, répétitif. En gagnant le concours, on s'est rendu compte qu'il y avait un cahier des charges qui était extrêmement restrictif, c'est-à-dire qu'il y avait un système de mobilier qui existait, qui avait été dessiné par des architectes suisses-allemands, qui consistait en une série de plans, un certain nombre d'éléments finalement très standardisés. Des séries de plans dont certains étaient bleus et d'autres rouges. Les bleus renvoyant au système ferroviaire, c'est-à-dire vente des billets, horaires et autres, et rouge au système commercial, vente de boissons, de nourriture et autres. Puis il y avait un système avec ça de toiture, qui était effectivement aussi prédéterminé, et puis des boîtes qui jouaient le rôle de salle d'attente. Boîte d'origine transparente. Donc on avait en fait des pièces et on s'est rendu compte finalement que peut-être c'était un travail où il s'agissait de répéter de manière très systématique toujours le même principe. Et puis en allant voir les lieux, travailler et autres, on s'est rendu compte que finalement on était confronté à quelque chose d'assez complexe. C'est-à-dire c'est que on avait chaque fois des situations différentes. Parfois il y avait donc le chemin de fer. Il y avait une gare existante qui ne servait plus comme gare, qui devait être abandonnée, qui allait être vendue, qui pouvait devenir une maison d'habitation, qui pouvait devenir un commerce et autres. Et puis parfois, il y avait la vue sur le lac. Parfois, on était en pleine campagne. Parfois, au contraire, on était dans une situation, chemin de fer, où il y avait l'élément important était peut-être la vue sur les Alpes. Parfois, on était dans un milieu, même si on était dans des toutes petites villes, on était dans des milieux assez densément bâtis. Et parfois, on était dans des situations même assez extrêmes où la gare se limitait à juste un quai entre deux voies, sachant qu'il y avait des trains rapides et autres, et que la surface du terrain était vraiment minimaliste. On avait pratiquement 3 mètres de largeur uniquement pour intervenir. Et que chaque fois, même si on avait des pièces du jeu qui étaient toujours identiques, finalement, on était dans des situations extrêmement différentes chaque fois. Et que d'une certaine manière, on avait ici une précision de l'objet, on peut dire presque horlogère, des choses extrêmement dessinées, designées et autres. Et puis ici, on avait une autre type de précision qui était la précision du territoire. Donc, entre l'objet et le grand territoire. Et que ça nous obligeait de travailler chaque fois de manière extrêmement différente, précise, en plaçant ces éléments-là de manière extrêmement précise par rapport aux conditions du paysage. Et que finalement ce projet qui pouvait paraître répétitif, presque mécanique au départ, était un travail d'une très grande complexité, d'une très grande précision effectivement par rapport au contexte. Et d'essayer de finalement c'était la tâche qui nous revenait, c'était de dessiner un territoire qui était entre le monde global donné par le réseau, qui est toutes ces gares, ces 600 gares de Suisse, dont certains allaient être réalisés ailleurs par des confrères. Donc le monde global, avec des situations très précises, une vue, une route, un chemin qui arrivait, une condition d'entrée, etc., qui était le monde local. Et que ça nous renvoyait, finalement, ce projet nous renvoyait à une problématique, effectivement, qui nous intéressait depuis toujours. C'était effectivement cet entre-deux, entre local et global. Lausanne, donc, est une ville en pente, et que ce projet se situe dans une vallée. Donc, il y a ici un pont historique qui s'appelle le Grand Pont, la vallée du Flon, avec un bâtiment très célèbre à Lausanne des années 30, presque comme un petit gratte-ciel de Chicago et autres, qui s'appelle la Tour Bel Air. Et par ici, arrivait donc en souterrain le tunnel. Et ici, dans la partie sud du projet, se trouve
l'arrivée du funiculaire existant, qui est destiné à devenir le futur métro de Lausanne, qui est le projet sur lequel on travaille actuellement. Et il s'agissait donc de construire la gare qui permettait cette liaison-là. Donc, ça nous a porté à réaménager complètement. Ici, j'ai oublié peut-être de le dire, il y a le quartier du Flon, qui est ce quartier en pleine transformation, qui a une trame, chose assez exceptionnelle à Lausanne, très régulière. C'est le seul endroit finalement plat de la ville, donc c'est le seul endroit où a pu se développer une trame tout à fait régulière. Et donc il s'agissait de créer cette gare qui était souterraine au départ et qu'on n'a pas voulu souterraine. C'est pour ça qu'on l'a faite partiellement ouverte, donc avec une visibilité, de vous reprenant peut-être une question lausannoise où il n'y a jamais un dessus et un dessus, que tout est visible. Et puis, la deuxième chose importante, c'est que les trolleybus circulent en haut du pont. Donc il fallait déplacer ou amener le public pour assurer la liaison complète depuis le sous-sol ici jusqu'au haut du grand pont. Donc il s'agissait de développer une gare qui finalement fonctionnait dans 3 directions. La direction verticale, la direction de liaison urbaine au niveau de la vallée, donc la direction est-ouest, et puis la traversée nord-sud de la vallée, la 3e direction. Donc une gare tridimensionnelle. Alors ça, c'est la nouvelle passerelle. Ça, c'est une voie qui se définit ici, sur laquelle viennent se brancher toutes les entrées et sorties de la gare. Et puis, le vertical est cet élément qu'on a construit, qui est cette boîte de verre dans laquelle s'inscrivent effectivement les ascenseurs. Mais si je voulais symboliser peut-être ce projet à travers trois images, c'est un peu de dire il y a un corps souterrain, quelque chose qui est dans le sol, c'est celui qui arrive par le train. Il y a toute la ville au niveau de cette vallée, et puis il y a un corps volant ou un corps flottant, et que le projet, c'est un peu ces 3 personnages, celui qui est... c'est le déplacement de ces 3 personnages, effectivement, dans l'espace, comme sur un grand circuit d'un corps qui passe du corps enfermé dans le sol, dans l'air. Ce projet est la suite finalement d'un projet d'aménagement qu'on avait fait pour l'ensemble de la vallée, qui ne s'est pas réalisé, mais qu'on avait fait dans les années 80, un concours qu'on avait gagné en 1989, sauf erreur, que la gare, cette partie de la gare s'est réalisée, s'est terminée en l'an 2000, et qu'aujourd'hui on est en train de travailler sur la seconde partie de cette gare qui viendra ici, qui est la gare pour le futur métro, qui sera terminée en 2008. C'est-à-dire que c'est quasiment 20 ans. Pendant cette période, il y a eu, si je me souviens bien, 3 ou 4 maires différents, évidemment toute la municipalité qui a changé, que les responsables des compagnies ou du métro ou du chemin de fer aussi ont changé. Et donc, finalement, tous les interlocuteurs ont changé, et la seule personne qui reste un peu comme un élément fixe, c'est l'équipe d'architectes-ingénieurs. Et on s'est dit à un moment donné, dans la question de la topographie lausannoise, ce qui est important, c'est effectivement peut-être faire émerger quelque chose qui est un objet, qui donc cet objet un peu marqué par son principe de rayures rouges, mais que le reste, on est plutôt dans le jeu de la déformation du sol, le jardin en pente qui permet de s'ouvrir sur la gare, l'accrochage de cette rue qui vient ici, qui tout à coup vient se perdre dans la surface de la place. Donc on propose tout un certain dispositif de jeu, et finalement tout cet espace a été approprié par les jeunes qui font du roller, des choses comme ça et autres, et c'est devenu une place finalement extrêmement urbaine en ce sens-là, parce qu'elle proposait finalement où elle prenait, où elle acceptait finalement des activités qui sont des activités très
très quotidienne de la ville d'aujourd'hui. On a été assez satisfait quelque temps après avoir réalisé la gare de voir apparaître cette image-là sur la page du guide touristique de Lausanne. Même de la voir apparaître comme fond, de voir la passerelle, de voir apparaître comme le fond d'une affiche d'un parti politique. Voilà, donc ça c'est un projet pour un jardin, pour le Festival des Jardins de Chaumont. Et le thème était la question de l'eau. Alors on a renversé en fait la question en disant l'eau, on va traiter ça de manière tout à fait artificielle. Et on a fait une espèce de piscine surélevée, qu'on voit ici en coupe, qu'on a mis à 3-4 mètres du sol. Piscine qu'on n'apercevait de dessous que par un système de tubes qui servait après on verra à évacuer l'eau qui s'accumulait et fabriquer un espèce de tissu d'eau totalement abstraite fait par des fers bleus. Et la piscine dessous, il y a juste 2 ouvertures avec 2 échelles et on peut y monter. Et les 2 personnes qui montent se trouvent face à face et derrière l'une est écrit la phrase, puisque ces 2 personnages se retrouvent tout à coup isolés du monde, dans un monde assez étrange, face à face, et se posent la question qui est justement écrite sur le mur, est-ce que tu m'aimes? Alors, ça c'est un peu l'image qui condense l'idée du projet. En fait, le parcours que l'on peut faire, c'est celui-ci, c'est-à-dire voilà l'image du dessous, cette machine un peu inhospitalière avec tous ces tubes qui dépassent, un peu intrigante, on ne sait pas. Le seul signe extérieur que l'on a, c'est ce poisson qui est planté sur une perche que l'on voit. On se dit tiens, il y a quelque chose d'aquatique là-dedans. On monte, ici on monte l'échelle et on se retrouve effectivement dans cette mer de fleurs face à un autre trou et effectivement avec l'écriture sur le bord de la piscine, est-ce que tu m'aimes? Le principe constructif, il est assez finalement assez simple, on le voit ici, c'est 4 poteaux, 2 échelles, le niveau du bac, avec les plateaux pour recevoir les pots, un ensemble de pots de fleurs bleues, et les 2 ouvertures par lesquelles on émerge. Si on a un peu le principe de disposition des pots, chacun avec leur tube d'évacuation de l'eau d'arrosage. Et ça, c'est le principe constructif, en fait, très simple de construction de poutres, de planches de bois dans toutes les directions, recouvertes de panneaux de bois, etc., qui fait ce cadre assez intriguant. Donc on ne fait jamais un projet seul. On le fait d'une part avec des équipes, les architectes travaillent souvent en groupe. Plusieurs architectes interviennent, donc des associations, travaillent en réseau. Il y a évidemment des équipes de spécialistes, ingénieurs, paysagistes et autres, mais il y a, très important finalement, sa propre équipe, ses collaborateurs, avec qui on a des relations parfois longues, parfois courtes, mais toujours fortes et importantes. Et puis on retrouve dans cette liste des personnages comme Emmanuel, qui était mon collaborateur effectivement au départ dans les années 90, qui aujourd'hui est devenu mon associé, donc Emmanuel Ventura, et puis toute une série de personnes. Et je crois que c'est très important finalement de rendre hommage à toutes ces personnes, effectivement, parce que si effectivement aujourd'hui il y a des choses à montrer, c'est aussi parce qu'elles étaient là et qu'il y a des parts d'elles-mêmes qui sont dans les projets. J'ai fait le compte, j'ai essayé de faire le compte, je suis arrivé aujourd'hui depuis que je suis diplômé d'architecture au compte de 121 projets. Ces 121 projets, c'est pas les projets sur lesquels j'ai travaillé, c'est parce que j'ai été moi-même collaborateur d'autres architectes, mais disons 121 projets que je peux, disons, qualifier comme étant auteur ou un des auteurs. Et c'est vrai qu'on pourrait essayer, avec le même exercice, faire un petit croquis, etc., et d'essayer de résumer en 2-3 traits, finalement, tous ces projets. Ça permettrait peut-être de faire émerger, effectivement, des similitudes et des différences, des progressions, des changements de cap et autres, etc.